Signature le 27 juin prochain à Washington de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Après signature, le dit accord sera définitivement approuvé par les ministres des Affaires étrangères de deux protagonistes. Le gouvernement congolais est prêt à renforcer les mesures fiscales incitatives. Ceci a été dit par la première ministre Souminoa au sommet de Rome, tenu ce vendredi. Le Conseil supérieur d'audiovisuel et de communication a déploré dans son rapport de monitoring le déséquilibre déniché dans le pluralisme politique fait pendant la période électorale. Ce rapport a été présenté ce vendredi par le président de cette institution. Nouveau journal sur la chaîne du Repos. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sera signé et définitivement approuvé par les ministres des Affaires étrangères de deux pays le 27 juin 2025 à Washington. A précisé le ministre rwandais des Affaires étrangères, il faut dire que la rencontre à venir entre le chef d'État à une date encore à déterminer ne visera pas à entérimer un accord mais à faire progresser la paix, la stabilité et la prospérité économique dans la région de Grand Lac, a-t-il ajouté. La coalition politique, la MOUCA a apprécié à sa juste valeur l'implication de l'engagement du gouvernement des USA à mettre fin à la crise qui déchire la République démocratique du Congo. Cependant, cet accord, bien qu'ayant de points forts tels que le retrait de troupes rwandaises, contient également des faiblesses où la République démocratique du Congo est considérée comme une mine à ciel ouvert. C'est ce qu'a déclaré Prince Epenge. Suivez. La coalition d'opposition, la MOUCA, apprécie à sa juste valeur l'implication, l'engagement du gouvernement américain à aider le Congo à mettre fin à la crise qui déchire ses enfants et son territoire depuis 3 décennies. L'accord des principes tel que signé aux États-Unis dans sa phase préliminaire contient des faiblesses, mais aussi des points forts. Là où les bas blessent, ce qui énerve l'ensemble de notre peuple, c'est que cet accord, dans bien des points, ne perçoit le Congo que comme un gigantesque trou rempli de minerais, une mine à ciel ouvert où l'on viendra puiser toutes sortes de minerais stratégiques pour approvisionner les industries minières rwandaises. Mais aussi cet accord semble donner au Rwanda un droit de regard sur la manière dont nous, Congolais, nous devons gérer nos ressources minières à l'interne. C'est inacceptable. Aucun accord ne doit passer sous silence après les massacres à grande échelle qu'a subi la population civile congolaise, les viols commis sur des centaines de milliers de femmes et le déplacement des millions de personnes. C'est ce qu'a déclaré Denis Mukwege au sujet des pourparlers de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous médiation des États-Unis et l'observation du Qatar. Suivez. Denis Mukwege annonce avoir pris connaissance de la déclaration conjointe sur les pourparlers de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des USA et l'observation de l'État du Qatar. Le prix Nobel de la paix salue toutes ces initiatives visant à une paix juste et durable pour mettre un terme à la souffrance inouïe de la population civile due à la guerre d'agression, d'occupation et des pillages des ressources naturelles qui traversent la RDC. Pourtant, selon lui, la déclaration conjointe faisant suite aux pourparlers qui se sont tenus les 18 juin à Washington au niveau des équipes techniques des partis au conflit, en présence de la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques est vague et se contente d'énumérer certaines dispositions telles que le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, etc. Cependant, cet acteur politique réitère sa circonspection face à des efforts de médiation qui éludent la reconnaissance de l'agression de la RDC par le Rwanda et un processus caractérisé par son caractère opaque et non
inclusif qui laisse à penser qu'il est à l'avantage de l'agresseur non sanctionné qui verra ainsi ses crimes du passé et du présent blanchis en coopération économique. Il exprime par conséquent des réserves sur les négociations en cours et lance un appel à la transparence et l'inclusivité en ayant recours à une participation significative des femmes et des jeunes. En outre, le conflit en cours qui s'inscrit dans la continuité de 30 ans des guerres d'agression et de la commission d'une pléthore des crimes internationaux ne pourra se résoudre sans placer la lutte contre l'impunité et les recours à tous les mécanismes de la justice transitionnelle au cœur des efforts de pacification. La paix ne peut se réduire à faire taire les armes, à obtenir un armistice et à faire du business, car pour être juste et durable, elle ne peut faire l'économie de la justice, du respect des droits humains et du droit international. Aucun accord ne doit passer sous silence les massacres à grande échelle qu'ont subi la population civile congolaise, les viols commis sur des centaines de milliers de femmes et les déplacements forcés des millions de personnes. Solidarité avec le réfugié, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale des réfugiés, célébrée le 20 juin de chaque année. Cette journée vise à mettre en lumière le droit, les besoins et les aspirations de ceux qui ont été contraints de fuir leur pays. D'après le HCR, la RDC accueille à ce jour plus de 500 000 réfugiés de par ses 9 frontières. Ce dernier fuit les conflits armés dans leur pays. On en parle avec Idama Loba. De nombreuses personnes en situation de déplacement forcé vivent en République démocratique du Congo, avec d'une part 527 000 réfugiés qui ont été forcés de quitter leur pays d'origine pour se retrouver en RDC, et d'autre part plus de 7,3 millions de Congolais et de Congolaises déplacés dans leur propre pays, dont 6,3 millions se trouvent dans les provinces de l'Est du pays. Je tiens à noter que de nombreuses de ces personnes déplacées internes en RDC vivent dans des communautés hautes, ce qui est un bel exemple de la solidarité au sein de la société congolaise. La RDC est le deuxième pays au monde après le Soudan en ce qui concerne le nombre de déplacés internes. La Cour africaine de droits de l'homme et de peuple se prononce sur la compétence dans l'affaire qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Cela se passera ce 26 juin 2025 à partir de 10h à son siège à Arusha en République unie de Tanzanie. C'est une correspondance de cette institution africaine adressée à la République démocratique du Congo qui l'a relevée. Regardez. La greffe de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a adressé une correspondance à la République démocratique du Congo et au Rwanda pour leur annoncer la fixation le 26 juin prochain du prononcé sur sa compétence et sa recevabilité dans l'affaire qui oppose les deux pays. Kinshasa accuse Kigali d'agression, de pillage et de massacres sur son sol depuis 30 ans. L'affaire a été prise en délibéré en février dernier à Arusha, en Tanzanie, lit-on dans la correspondance de la Cour. Il faut rappeler que, après confrontation entre les deux parties, le 12 et 13 devant la même Cour sur la compétence de cette instance à juger ce dossier, la CADHP avait pris l'affaire en délibéré, accordant 8 jours à Kinshasa et Kigali à compter de ce date-là pour déposer leur note de plaidoirie ainsi que tout autre élément pertinent avant qu'elle se prononce sur sa compétence le 26 juin 2025. La République démocratique du Congo présente des opportunités d'investissement très importantes pour la planète et le gouvernement congolais est prêt à renforcer les mesures fiscales incitatives. C'est le contenu du discours de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka au sommet de Rome. Ce rendez-vous d'affaires s'est ouvert ce vendredi 20 juin dans la capitale italienne. Nous y reviendrons. Et parlons médias, le rapport du monitoring du CSAC sur le pluralisme politique fait pendant la période électorale présente un déséquilibre. Il a été présenté par le président de cette institution d'appui à la démocratie. C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé ce vendredi 20 juin à Gombe. Patrick Issou était présent. Face à la presse, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, Christian Bosembe, a relevé le déséquilibre criant qui caractérise ce rapport du monitoring sur le pluralisme politique pendant la période électorale. Réalisé sur un échantillon représentatif des médias audiovisuels sélectionnés selon un critérium bien élaboré, ce rapport détaille tout. Christian Bosembe indiquera ainsi les causes qui sont à la base de ce déséquilibre. Le CESAC assume pleinement
sa responsabilité d'alerte et de régulation. Mais il est essentiel aussi de comprendre que les défis structurels auxquels nous faisons face, c'est plutôt des choses à décrire, on l'a déjà dit, et je vous citerai probablement 4 points. D'abord, le manque d'indépendance économique de nombreux médias. Ça, il faut le dire, les médias travaillent dans une précarité assez extrême et que face à cette réalité-là, il est très souvent difficile de garantir une certaine équité et surtout un certain équilibre. Nous avons aussi l'accès difficile à l'information publique malgré la loi ambitieuse de 2023. Il y a la concentration de la propriété médiatique dans les mains des acteurs politiques. Il y a aussi l'autocensure et le mimétisme éditorial en période de tension politique. Mais un élément qu'on n'a pas pu énumérer, c'est aussi la monétisation sur les réseaux sociaux maintenant, avec la recherche des likes et des buzz. De ce fait, il faut y remédier. À ce sujet, le CSAC a préconisé une série de mesures pour cette fin. Ce que nous allons penser même à avoir dans les jours à venir, si le pouvoir public nous aide, à maintenir un cadre de concertation avec les éditeurs, avec les directeurs de programmes, avec les directeurs de production, pourquoi pas avec des journalistes phares, sinon des grandes représentations, pour discuter constamment sur l'importance du pluralisme. Il ne faudrait pas que la télé soit confisquée par un camp politique, il ne faudrait pas que la télé soit confisquée par le même visage, il faudrait accorder la parole à tout le monde et c'est important. Et nous allons renforcer notre monitoring qui est déjà indépendant et même régulier. On va faire en sorte que les choses se passent plus ou moins dans le meilleur des conditions. Loin du CSAC de faire un procès aux médias, il est plutôt question de chercher l'équité pour arriver véritablement au pluralisme politique dans un contexte démocratique. Alerte sur l'apparition nocturne des hippopotames sur les rivières Kasaï, principalement vers la province du Maï-Ndombe. En croire le coordonnateur de la société civile de ce coin du pays, ce quadrupède apparaissent la nuit et menacent les pêcheurs. Pour l'heure, 3 victimes sont déjà comptées, d'où l'appel lancé aux autorités compétentes à développer les mécanismes nécessaires en vue de mettre fin à cette situation. Ida Maloba nous en parle. Il y a eu des hippopotames qui se manifestent sur la rivière Kasaï. Et ces hippopotames-là menacent les pêcheurs. Il y a eu, selon les informations de ma possession, 3 morts déjà au niveau du village Iboto. Bon, ils apparaissent, maintenant là, les animaux sont en colère, en libération. Bon, ils apparaissent la nuit, ils menacent les pêcheurs et on ne sait pas les maîtriser. Bon, ça renverse les pirogues et ça blesse les piroguiers. Bon, sur le plan, selon les habitudes, c'est compliqué. Il n'y a que l'autorité administrative qui peut, comme ce sont des espèces, se protéger. Avec les ministres de l'Environnement, ils doivent chercher les voies et moyens, comment les maîtriser. Mais sinon, la population est en danger, surtout les pêcheurs ne savent plus bagarrer leurs préoccupations et les gens sont en train de souffrir. C'est le constat. Et en tant que coordinateur provincial de la société civile de Maï-Ndombe Plateau, nous demandons au ministre national de l'Environnement d'envoyer les experts pour qu'on puisse maîtriser ces hippopotames. Le coordonnateur provincial de la société civile de Maï-Ndombe a été joint au téléphone par Ida Maloba. Et on parle autre chose, le service national poursuit l'opération de récolte de maïs à Kanyama-Kasese. Pour cette saison, 25 000 tonnes de maïs sont attendues, contrairement à 16 000 de la saison dernière. Le tout sous supervision du lieutenant général Kassongo Kabouik. Suivez. La moisson est abondante pour cette année à Kanyama-Kasese. Le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, à la tête d'une grande armée des bâtisseurs, poursuit la récolte de maïs débutée au mois de mars dernier. Pendant que certains récoltent, d'autres s'attellent à leur paquetage. Le tout dans une ambiance bon enfant.
Le service national a des bonnes idées pour notre nation. Nous exerçons ce travail qui consiste à cultiver du maïs dans le but de répondre aux besoins des peuples congolais et ceux d'ailleurs. Nous disons merci au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour cette belle initiative. Il faut souligner que dans le cadre de la production agricole 2024-2025, plus de 25 000 tonnes de maïs contre 16 000 tonnes la saison d'avant. Il faut souligner que dans le cadre de la production agricole 2024-2025, plus de 25 000 tonnes de maïs sont attendues contre 16 000 tonnes la saison d'avant. Cette dernière avait permis de répondre à la demande dans les zones en crise, évitant ainsi une pénurie de maïs dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï. L'actualité en dehors de nos frontières, la menace de l'administration Trump d'élargir les restrictions de voyage aux États-Unis à 36 nouveaux pays a fait réagir le Nigeria. Le ministre nigérian des Affaires étrangères a rappelé à Donald Trump les opportunités qu'il pourrait perdre en matière de métaux rares. Suivez. Pour le ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Tegar, l'entrée en application d'une telle mesure ferait dérailler de potentiels accords sur les métaux rares et l'énergie signés avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Le sang nigérian regorge à lui seul de nombreux métaux importants, dont un groupe de 17 éléments comme le lithium ou le samarium, indisponibles dans les secteurs de la défense, des véhicules électriques, de l'énergie et de l'électronique. Avec 13 000 tonnes métriques produites en 2024, soit 80% de plus que l'année précédente selon les chiffres du service géologique américain, le Nigeria est le 5e plus grand pays producteur de métaux rares dans le monde et le premier du continent africain. Le week-end dernier, une note interne du gouvernement américain a révélé l'interdiction d'entrer sur le territoire de la quasi-totalité des pays d'Afrique de l'Ouest s'ils ne respectaient pas une série de critères. Alors qu'une vingtaine de pays sont déjà concernés par des mesures restrictives d'accès aux USA. Le président Donald Trump avait annoncé début juin l'interdiction d'entrée sur le territoire aux ressortissants de 12 pays, principalement d'Afrique et du Moyen-Orient. Le gouvernement souminois totalise une année depuis son installation, 12 mois plus tard. Quel bilan dressé dans le différents secteurs de l'exécutif? Focus sur le ministère de l'Intérieur, suivez le ministre Jacquemain Chabani. Ligne de base, 2 lignes de base, rapidement. Nous nous sommes focalisés dans un premier temps sur la problématique de la restauration de l'autorité de l'État. Et pour ce faire, nous avons engagé la majeure partie de nos actions sur l'administration territoriale et la police. Le programme d'action du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est focalisé dans dans le deuxième pilier, sécuriser la population et le territoire. Nous avons travaillé sur la loi de programmation de la police. Nous avons à ce stade ici déjà déposé le projet au niveau de l'Assemblée nationale, présenté, défendu. Il est actuellement en travaux au niveau de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée. En attendant le vote de cette loi-là, nous avons quand même pris des initiatives au niveau du gouvernement, mais aussi avec le président de la République pour mettre à la disposition de la police certaines capacités en termes d'infrastructures. Nous avons pris des initiatives sur la construction de postes de police, de commissariats. Une initiative qui a commencé à Kinshasa avec déjà une projection de 240 postes de police à construire et à établir à Kinshasa. Nous avons lancé la même initiative dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Dans le cadre de la formation, nous avons réhabilité l'école de formation de la police Kapalata. Il va bientôt être ouvert une session au niveau de cette police. Mais avec l'académie de police de Kinshasa, de Kimpoko, qui est déjà disponible, nous allons aussi très bientôt débuter une formation
De même que nous avons initié une formation spéciale pour la police de roulage. Nous avons aujourd'hui des textes légaux qui orientent la République démocratique du Congo dans une nouvelle gouvernance sécuritaire, principalement avec certaines innovations. Vous avez par exemple des questions comme l'insalubrité. Et on vous explique de quelle manière l'insalubrité, par exemple, peut être une cause d'insécurité, l'obscurité, même les embouteillages. Et ça responsabilise le comité de sécurité à identifier toutes ces questions-là, à les traiter sur le volet de causes d'insécurité et à y trouver des réponses. Donc c'est une nouvelle politique que nous estimons être extrêmement importante et nous sommes en train de la vulgariser. Nous venons déjà de faire 5 provinces dans lesquelles nous sommes en train de former les territoriaux sur toutes ces questions-là. Nous avions pris la ville de Kinshasa comme ville pilote à travers l'opération que nous avons dénommée Opération Lobo, en se donnant l'objectif qu'après l'expérience de Kinshasa, nous allions la déployer dans les différentes provinces et villes qui nous font des rapports sur un besoin d'un appui du gouvernement central sur la lutte contre la criminalité. Nous avons réussi à ce jour à neutraliser, à arrêter, à interpeller 6239 délinquants que nous avons déférés devant la justice. Sur ce nombre-là, 3829 ont été condamnés. Ils sont en prison et 2410 sont en attente de passer devant leur juge. C'est pour nous des indicateurs positifs qui nous ont encouragés à solliciter du gouvernement de pouvoir partager cette expérience avec les différentes provinces. Nambula Oyo, Elore Munene, gouvernement de la République, et Sali Pona Bango et Zali Makambu ya sécurité sociale. Nakanisi Batnyoso Baebi que na instruction à président de la République, salaire yaba policier na biso emati. Pe to kokaki ko inscrire bango na SENSAP eloko babengi sécurité sociale. Lelo yo policier sorazuki na musala, sorazui likama kati ya musala azosala ya ko battre la population na biso pe ko sala ete sécurité ezala. Ayebi ndenge nini na kozwa baswe. Wana eza eloko ya munene oyo etikala kosalama te depuis Congo na biso ezali koexiste ezwi indépendance oyo nakanisi policier akotikala kobosana yango te na vi na ye. Et après le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, suivait à présent le ministre du Tourisme, Didier Pambia. 145 territoires, 145 destinations. On a beaucoup plus travaillé sur le changement de la perception de l'image parce que le tourisme, un touriste vient dans un pays d'abord par rapport à la perception. Donc l'une des premières choses que nous avons faites, c'est de travailler sur cette perception en produisant des images positives qui montrent un autre Congo qui n'est pas souvent présenté dans les médias. Ce qui va arriver au mois de juillet, c'est le premier forum mondial de la musique et du tourisme avec la présence du secrétaire général de l'ONU Tourisme qui est l'organisme mondial du tourisme avec une dizaine de ministres du tourisme de pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie ainsi qu'avec des groupes musicaux. Un secteur comme le nôtre n'avait pas de cadre légal. Nous avons pu mettre en place cette politique nationale du tourisme qui sera soumise évidemment à l'approbation du gouvernement et aussi, dans le même cadre aussi, conceptualiser un écosystème qu'on appelle l'écosystème des villages touristiques qui permet de montrer la transversalité du secteur touristique ainsi que les différents défis qui sont en fait des opportunités. Nous avons aussi, dans le même cadre aussi, réalisé un partenariat historique avec un club international
l'AC Milan, qui permettra justement de faire venir ici au mois de juillet ou un peu plus tôt le président de ce club qui, au-delà de cet accord sportif, apporte un partenariat économique avec la RDC. On visite certains pays, mais on explore la RDC parce que notre biodiversité, qui est unique au monde, permet de voir différents types de paysages, de voir des animaux qu'on appelle endémiques qu'on ne retrouve qu'ici. Il y a d'abord un audit qui a été fait, on est allé sur terrain. Il ne suffit pas seulement de sortir du pays, il faut voir ce que nous vendons et palper du doigt les réalités du terrain. On parle de débloquer le potentiel touristique, mais c'est un travail progressif. On a déjà fait des pas de géant en ce laps de temps, mais c'est un travail qui doit se poursuivre, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Nous allons relancer le site touristique de Lansele à travers la pagode et d'autres actions qui sont à venir. Donc il y a déjà plusieurs actions qui sont en marche de ce côté-là, et sans compter qu'il y a des partenariats publics-privés aussi qui sont déjà sur les rails. Chaque difficulté que nous rencontrons dans le secteur du tourisme est une opportunité de développement. C'est pour ça que dans l'écosystème des villages touristiques, vous allez voir que nous avons identifié différents pôles de développement. Hébergement, restauration, santé. Nous avons pu obtenir 100 bourses d'études en ligne, qui permettra donc à des Congolais de se former au métier du tourisme. Ça, c'est la première vague. Nous allons avoir une deuxième vague encore. Évidemment, il faut que ces personnes aient accès à un poste de travail électronique pour pouvoir suivre ce programme qui va se solder par un diplôme dans le secteur du tourisme. Dans le secteur du tourisme, c'est le seul secteur où mbongo oyo ekota ekende directement na poche ya Congolais. Si vous avez un restaurant, vous avez dépensé et qui est na poche là. Vous avez un taxi, touriste et qui est mbalamoko na poche là. Si vous avez un hôtel, vous avez à sombi à une chambre et qui est mbalamoko na poche là. Donc ce qui permet que et toucher mbalamoko population et les efforts collectifs parce que yamba mupaya les aga l'état. Les Congolais ne pas comprendre l'importance du tourisme. Les touristes qui côté moi dans la photo, malmené, touristes a dépensé les damboga la $100. So ba 10 000. Ça les calcule balamoko. Donc tout ça l'effort besoin de comprendre que le tourisme est au tombeau la économie en mboka. Et ça secteur moko quand mboka tient une importance pas maté. Ça veut dire que le tourisme secteur, il y a diversification, la croissance économique. Et ça pas mbatté. Le Fubisum Congolais, à tous les échelons, peut intérioriser. On a des difficultés, on a des campagnes, on convaincre Batou l'importance du tourisme. Et ça sera tout pour ce soir. Je vous rappelle le grand titre. Signature le 27 juin prochain à Washington de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Après signature, le dit accord sera définitivement approuvé par les ministres des Affaires étrangères de deux protagonistes. Le gouvernement congolais est prêt à renforcer les mesures fiscales incitatives. Ceci a été dit par la première ministre Souminoa au sommet de Rome, tenu ce vendredi. Le Conseil supérieur d'audiovisuel et de communication a déploré dans son rapport de monitoring le déséquilibre déniché dans le pluralisme politique fait pendant la période électorale. Ce rapport a été présenté ce vendredi par le président de cette institution. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h30 sur Pâturage Télévision. Au revoir et bonsoir chez vous.